Tous les atomes dont vous êtes constitués sont formés à partir de trois particules, les protons, les neutrons et les électrons. En 1932, on ne connaissait que ces trois particules jusqu'à ce que Carl Anderson fasse une découverte historique, la détection du positon. La chose intrigante, c'est que cette nouvelle particule a exactement la même masse que l'électron et exactement la même charge au signe près. Les particules normales forment la matière et les antiparticules forment ce qu'on appelle l'antimatière. L'antimatière est extrêmement rare dans l'univers et on ne sait pas pourquoi. A priori, il devrait y en avoir autant que de la matière normale. Et autre mystère, on ne sait pas exactement comment elle se comporte. On va voir les expériences récentes qui essayent de déterminer si l'antimatière tombe vers le bas comme la matière normale, ou si, au contraire, elle ne tomberait pas vers le haut. Ça permettrait, comme dans les films de science-fiction, de construire des objets flottants par antigravité. Et on va aussi se poser cette question qui empêche les physiciens de dormir depuis des décennies, est-ce que l'antimatière remonte le temps? Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Est-ce que vous connaissez les data brokers? Ce sont des sociétés qui collectent nos informations publiques, mais aussi nos informations privées, pour les revendre à droite à gauche. Ces infos sont souvent stockées sur des sites commerciaux et parfois il y a des fuites à cause des hackers. Et il y a même des entreprises qui revendent tout simplement les données. Ça peut concerner votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone. Dès que vous faites une carte de fidélité dans un magasin, ces données-là vont être stockées. Ça peut aussi être vos identifiants de connexion, votre historique d'achat et même les numéros sur votre pièce d'identité. Les data brokers récupèrent toutes ces informations, ils les revendent sans votre accord à tout un tas de sociétés qui vont pouvoir vous cibler et vous envoyer plein de spam. Heureusement, il y a des lois qui nous protègent et qui nous permettent de demander la suppression de ces données. Le souci, c'est que les démarches sont très longues, surtout qu'il y a de plus en plus de data brokers partout dans le monde, et avec l'IA, ils font de plus en plus de dégâts. Ce qui nous amène à Incogni, qui vous propose de tout faire à votre place. J'ai testé, j'ai rentré mon nom, mon prénom et mon mail, et depuis que je suis inscrit, Incogni a détecté 72 data brokers qui possédaient des données sur moi. Il y a 3 lignes en cours de suppression et les 69 autres ont déjà été supprimées. Dès les premières 24 heures, il y avait déjà une vingtaine qui avaient reçu la demande et qui ont supprimé mes données. Et ensuite, à chaque fois qu'il y aura une fuite, Incogni va faire une demande de suppression automatiquement. Si vous voulez tester le forfait annuel, vous pouvez utiliser le code SCIENCE60 pour obtenir une réduction de 60%. Je vous ai mis le lien en haut de la description. Merci à Incogni pour le sponsor et retour à la vidéo. En 1926, Schrödinger écrit l'équation qui sera à la base de la mécanique quantique. Elle permet de faire beaucoup de prédictions, par exemple calculer les fréquences émises par l'hydrogène, anticiper l'interférence des électrons, et on en a parlé pour le prix Nobel 2025, prédire l'effet tunnel. Cette équation a malheureusement un gros défaut, elle est incompatible avec la relativité. C'est Paul Dirac en 1928 qui va écrire une nouvelle équation qui unifie mécanique quantique et relativité restreinte. Il va faire des calculs encore plus précis sur les fréquences des atomes et il va prédire l'existence de nouvelles particules qu'on va nommer les antiparticules. En 1932, 4 ans plus tard donc, Carl Anderson identifie la première antiparticule de l'histoire. C'est l'antiparticule associée à l'électron, donc c'est un anti-électron, on appelle ça aussi un positon. Vous voyez sa trajectoire ici, on va voir pourquoi elle est courbée et pourquoi elle est davantage courbée en haut qu'en bas. C'est le point important qui a permis la découverte. Avec cette photo, on identifie pour la première fois de l'histoire une antiparticule, un positon. Le positon a la même masse que l'électron, mais une charge électrique opposée. Et on connaît un très bon moyen de distinguer les charges positives des charges négatives, c'est d'utiliser un champ magnétique. Ici, la particule arrive depuis le bas, et on a mis le champ magnétique de telle sorte que les charges négatives sont déviées vers la droite, et les charges positives vers la gauche. Ici, la particule est déviée vers la gauche, donc c'est une charge positive. Maintenant, imaginez, vous êtes physicien ou physicienne dans les années 30 et vous voyez ce genre de trajectoire. Vous connaissez le fonctionnement du champ magnétique, donc vous savez que vous êtes en train d'observer une charge positive. Et vous savez aussi que dans la nature, il y a 3 types de particules, les protons, les neutrons et les électrons. Parmi ces 3-là, il y a une particule de charge positive, c'est le proton. Et donc vous êtes tenté de dire que ce qu'on voit là, c'est un proton, tout simplement.
Et c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de gens à l'époque. En fait, cette antiparticule avait déjà été observée plein de fois avant, mais les gens pensaient que c'était juste un proton. Sauf qu'Anderson, ce petit génie, il a disposé une plaque pour ralentir la particule. Au-dessus, après avoir traversé la plaque, la courbure de la trajectoire est plus importante. Vous voyez, c'est plus courbé en haut qu'en bas. Ça s'explique de la manière suivante. En haut, la particule a moins d'énergie parce qu'elle en a dépensé pour traverser la plaque. Et donc, elle a moins de vitesse et elle est davantage déviée par le champ magnétique. Un peu comme en voiture, c'est plus facile de prendre un virage sec à basse vitesse. Donc un virage serré, une courbure importante, c'est associé à une vitesse basse. Et là, Anderson se dit, si c'était un proton, le proton, il est très lourd par rapport à l'électron. Il est 1800 fois plus lourd. Et donc, si c'était un proton, pour arriver à le courber si fortement, il faudrait lui enlever quasiment toute son énergie. C'est plus facile de faire tourner une moto qu'un camion. Au niveau microscopique, c'est pareil. C'est plus facile de faire tourner un électron qu'un proton, parce que l'électron est beaucoup plus léger. Le proton, c'est un peu comme un gros camion au niveau microscopique. Vous ne pouvez pas le faire tourner autant, la courbure là, elle est beaucoup trop forte. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on regarde uniquement la photo, on peut se faire avoir, mais si, comme Anderson, on étudie précisément l'énergie et la vitesse de la particule, on comprend que ça ne peut pas être un proton. C'est forcément une nouvelle particule, une particule qui a exactement la même masse que l'électron, mais une charge positive. Anderson vient de découvrir la première antiparticule. Plus tard, on découvrira d'autres antiparticules, des antiprotons, des antineutrons, et même des anti-atomes, des anti-hydrogènes et des anti-hélium. À partir de là, on pourrait construire un univers tout entier formé d'antimatière. Pour la matière normale, on combine des quarks pour former des protons et des neutrons, et donc ensuite des noyaux. De la même manière, on peut combiner des antiquarks pour former des antiprotons, des antineutrons, et donc des antinoyaux. Puis on ajoute des anti-électrons, ça forme des anti-atomes, ensuite des anti-molécules, des anti-grégoires, des anti-planètes, des anti-galaxies. Tout ça de manière parfaitement stable tant qu'il n'y a pas de matière à proximité. Oui, parce que une des propriétés de l'antimatière, c'est de se désintégrer immédiatement au moindre contact avec la matière normale. Si un anti-alien débarque sur Terre et que vous décidez de lui serrer la main, au moment du contact, vous allez tous les deux vous désintégrer dans une explosion d'énergie lumineuse. Donc si un jour vous croisez un anti-alien, dites-lui bonjour de loin, ne lui serrez pas la main. Ça, c'est une propriété fondamentale de l'antimatière. Dès qu'elle entre en contact avec de la matière normale, elle se désintègre en énergie pure sous forme de photons. Les rayons cosmiques et la radioactivité créent en permanence des antiparticules. Mais le souci, c'est qu'elles entrent rapidement en contact avec de la matière normale et disparaissent en une fraction de seconde. Et donc l'univers qu'on observe est constitué de matière, il y a extrêmement peu d'antimatière. Et ce qui est très mystérieux, c'est que quand on regarde les équations de la physique, il n'y a quasiment pas de différence entre matière et antimatière. Dans notre univers, il devrait y avoir autant de matière que d'antimatière. Et une hypothèse qui est étudiée depuis quelque temps, c'est que les anti-étoiles et les anti-galaxies, elles existeraient, mais seraient en fait très éloignées et repoussées par la matière normale. Quand de la matière et de l'antimatière se rencontrent, elles se désintègrent. Un moyen d'éviter ça, ce serait de voir l'antimatière repoussée par la matière. Dans le fonctionnement normal de la gravité, la matière est attirée par la matière, mais peut-être que l'antimatière est, elle, repoussée par la matière. La gravité serait alors inversée pour l'antimatière. Peut-être que les antiparticules ne tombent pas vers le bas, mais qu'elles tombent vers le haut. Alors on le sait aujourd'hui, la gravité est causée par la courbure de l'espace-temps. Cette courbure ne dépend pas de l'objet qui tombe. Tous les objets tombent de la même manière vers le bas. Sauf que ce mouvement,
on le constate, du passé vers le futur. Vous allez voir que ce sujet de la gravité inversée est directement relié à une autre question: est-ce que les antiparticules remontent le temps? On a dit que serrer la main d'un anti-alien, c'était une très mauvaise idée parce que la matière et l'antimatière se combinent pour disparaître dans un flash lumineux. Si je mets l'axe du temps vers la droite, donc à gauche c'est le passé et à droite c'est le futur, on prend un électron et un anti-électron, un positon, et on les envoie l'un contre l'autre. Au moment de la collision, ils s'annihilent, ils disparaissent pour donner un ou deux photons. Eh bien mathématiquement, et je dis bien mathématiquement, ce processus, c'est exactement la même chose que si on remplaçait le positon du bas, qui va du passé vers le futur, par un électron qui va du futur vers le passé, par un électron qui remonte le temps. Dans cette interprétation, l'électron du haut ne disparaît pas mystérieusement, en fait, il a fait demi-tour dans le temps. En haut, il va du passé vers le futur, et en bas, il a changé de direction temporelle, il va du futur vers le passé. Dire qu'un anti-électron se propage vers le futur, ça donne exactement les mêmes résultats que si on imagine un électron se propageant vers le passé. Ça donne exactement les mêmes prédictions si précises de la mécanique quantique. Et d'ailleurs, ça explique de manière très élégante pourquoi le positon a exactement la même masse que l'électron. En fait, c'est la même particule, il y a juste un cas où elle va vers le passé et un cas où elle va vers le futur. Ça explique aussi pourquoi c'est exactement la même charge au signe près. Si je place une charge positive à droite, par exemple un proton, l'électron va être attiré, parce que le plus attire le moins. Et si je passe le film à l'envers, l'électron qui remonte le temps, c'est un anti-électron, un positon, qui est de charge positive, et on voit qu'il est bien repoussé par le proton. Le plus repousse le plus. Quand on voit tout ça, la question se pose, est-ce que les antiparticules, ce ne seraient pas des particules normales qui remontent le temps? C'est ce qu'on constate mathématiquement, et en plus d'expliquer la masse et la charge, ça permet de comprendre pourquoi on en voit si peu. Remonter le temps alors que toutes les autres particules autour de vous vont dans le sens normal, c'est compliqué. C'est comme si vous rouliez à l'envers sur l'autoroute, ça va pas durer longtemps. Peut-être que c'est possible de remonter le temps, mais extrêmement improbable. Et maintenant qu'on a dit ça, une particule normale dans le champ de gravité de la Terre tombe vers le bas, son passé c'est d'être en haut et son futur c'est d'être en bas. Mais si on imagine que la particule tombe toujours vers le bas, mais cette fois-ci en allant du futur vers le passé, alors de notre point de vue, nous qui allons du passé vers le futur, on voit une particule qui va du bas vers le haut. On la voit tomber vers le haut, entre guillemets. Et si on en croit ce qu'on a dit juste avant, cette particule qui remonte le temps, c'est ce qu'on appelle une antiparticule. Donc selon ce raisonnement, dans un champ de gravité, les particules normales tombent vers le bas et les antiparticules tombent vers le haut. Tout ça c'est très bien, on a interprété les équations mathématiques, on a tenu des raisonnements logiques. Les mathématiques et la logique sont des piliers de la démarche scientifique, mais il y a un pilier encore plus important, c'est l'observation. Ça tombe bien, une expérience permettant de savoir si les antiparticules tombent vers le haut ou vers le bas a été faite récemment au CERN. Les rayons cosmiques et la radioactivité produisent des antiparticules, mais de manière aléatoire et difficilement contrôlable. Heureusement pour nous, il existe des sources d'antiparticules qu'on peut contrôler et paramétrer, ce sont les accélérateurs. Voici l'expérience AlphaG. Le but est de combiner des positons, donc des anti-électrons, avec des antiprotons pour fabriquer de l'antihydrogène. En pratique, deux positons se percutent et l'un des deux se retrouve combiné à l'antiproton. On fabrique comme ça un anti-atome. L'hydrogène, c'est un proton plus un électron. L'antihydrogène, c'est un antiproton plus un anti-électron, donc un positon. Ces antihydrogènes sont mis ensuite dans un piège magnétique
Et quand on ouvre le piège, certains vont sortir par le haut et d'autres par le bas. Comme ce sont des antiparticules, elles vont très vite s'annihiler avec les particules normales. Cette désintégration, on la détecte et ça nous permet de savoir si les antiparticules sont sorties plutôt par le haut ou plutôt par le bas. À cause des vibrations, elles sortent des deux côtés, mais si la gravité les attire vers le bas, on devrait en observer davantage en bas. Et si la gravité les repousse, si les antiparticules tombent vers le haut, alors on devrait en observer davantage en haut. Et voici la courbe que les chercheurs du CERN ont pu obtenir. Ici, on trace la probabilité de tomber vers le bas ou vers le haut en fonction du champ magnétique. Les croix bleues, ce sont les mesures expérimentales. Et les lignes orange, verte et violette, ce sont les simulations. En orange pour une gravité normale, en vert pour une gravité nulle, et en violet pour une gravité inversée. Et il y a quelques incertitudes, mais le résultat est assez clair. Les mesures sont très proches de la gravité normale. L'antihydrogène tombe vers le bas comme le fait la matière normale. A priori, l'antihydrogène se comporte de la même manière que l'hydrogène. Et donc les anti-galaxies, si elles existent, elles sont attirées par les galaxies normales et non repoussées. Alors on n'est pas tout à fait au bout de l'histoire parce que l'antihydrogène, ce n'est pas une particule élémentaire. Dans l'antihydrogène, il y a un antiproton et un antiélectron, mais surtout l'antiproton est formé de 3 antiquarks. Et on en avait parlé dans la vidéo sur le plasma de quarks et de gluons, l'essentiel de la masse ne vient pas des antiquarks, mais en fait de l'énergie d'interaction entre ces antiquarks. Vous savez que l'énergie, c'est la même chose que la masse. Donc l'expérience α-G montre que cette énergie-masse tombe bien vers le bas. Mais peut-être que les antiquarks, eux, ils ont envie de tomber vers le haut et ils sont entraînés vers le bas par cette énergie-masse. Donc le débat n'est pas clos, mais les antiparticules qui remontent le temps, ça commence à devenir assez improbable. D'autant plus qu'on a détecté des antineutrinos émis par la supernova SN 1987. Donc dire que ce sont des particules qui remontent le temps, ça n'a pas trop de sens à mon avis, à moins d'inverser la cause et la conséquence. Si les antineutrinos sont des neutrinos qui remontent le temps, ça voudrait dire qu'il y a plein de neutrinos qui ont été émis depuis des endroits différents et qui ont remonté le temps pour se retrouver pile au moment de l'explosion de la supernova. L'énigme reste donc entière. Pourquoi est-ce qu'on n'observe que de la matière autour de nous ? Si passer de la matière à l'antimatière revient à inverser le sens d'écoulement du temps, notre situation temporelle dans l'univers permettrait d'expliquer cette énigme. Au sens cosmologique, on est très proche du Big Bang. Peut-être que, comme pour l'entropie et la flèche du temps, c'est cette proximité avec le Big Bang qui cause cette asymétrie temporelle. Peut-être que dans un futur très lointain, on va retrouver une symétrie. Il y aura de moins en moins de matière et de plus en plus d'antimatière, jusqu'à ce que les deux s'annihilent et donnent uniquement du rayonnement. C'est un des scénarios de fin d'univers qu'on appelle le Big Freeze radiatif. À la fin, toute la matière est absorbée par des trous noirs qui finissent par s'évaporer pour ne donner que du rayonnement. Et donc on retrouve la symétrie, on retrouve un équilibre entre matière et antimatière. Donc les antiparticules qui remontent le temps, ça permettrait de résoudre plein de problèmes. Malheureusement, a priori, c'est pas ce qu'on observe. Quand on fait de la physique et qu'on s'intéresse au monde réel, les solutions les plus élégantes mathématiquement ne sont pas toujours les bonnes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, posez toutes les questions que vous voulez, j'essaye de répondre à chaque fois. Pour aider la chaîne à grandir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à mettre les vidéos en avant. Allez, prenez soin de vous, merci aux tipeurs et à très bientôt sur Les Vraies Sciences.